Je vous ai convoqué aujourd'hui pour que nous parlions un petit peu de l'évolution de ma formation et de mon concept de l'editing IQ, qui est le mot que j'ai mis sur quelque chose que j'ai tâtonné à trouver un petit peu quand je cherchais à faire cette formation pour trouver la façon de donner le mieux possible les éléments pour devenir un bon monteur, parce que c'est ce que veulent les gens en théorie quand ils prennent une formation, c'est apprendre à monter, mais surtout apprendre à bien monter. Alors, on le sait, là, il y a de plus en plus de monteurs et de plus en plus de formations. J'en suis un des exemples. Et ma question, c'est est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de formations qui forment réellement au montage? Alors moi, je pense que pas assez. Alors c'est ce que j'essaye de faire, évidemment. Et en février dernier, donc j'ai lancé ma formation, j'ai eu mes premiers élèves, j'ai tâtonné un petit peu, et ça m'a permis de cibler un petit peu mieux les besoins et de mettre le doigt un petit peu sur les choses que j'ai dans ma tête et sur la façon de pouvoir les ordonner pour faire un enseignement de meilleure qualité. Parce que à la base, moi, j'ai pas de formation en formateur, et donc du coup, j'apprends en tâtonnant. Voilà, moi, ce que je connais, c'est le montage, et mon but, c'est de réussir à le redonner aux gens de la meilleure façon possible. Et donc, du coup, il a fallu que je découvre un petit peu ça, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, et sincèrement, je trouve que tout ce qui est fait par certains organismes de formation, qui est très complet, et même des grosses structures, hein, et ben ça reste toujours à un seul niveau, qui est d'apprendre aux gens à utiliser un logiciel. Et en fait, je n'ai pas vu de formation de montage, de l'art du montage, de comment on choisit le plan qu'on va mettre, pourquoi on met ce plan-là, pourquoi à un tel moment il vaut mieux mettre tel rythme, pourquoi à un moment il faut du silence, pourquoi à un moment on a choisi de mettre plus en avant la musique, ou plus en avant le sound design, plutôt que des voix. Et en fait, toutes ces choses-là, ben, c'est le cœur du métier. En fait, moi je fais ça depuis un paquet d'années. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour me présenter un petit peu. Voilà, qui suis-je? Donc moi, je m'appelle Cyril, je suis monteur vidéo depuis 25 ans, presque à peu près 24-25 ans, et ça va faire une petite quinzaine d'années que je fais quasi exclusivement du documentaire. Avant ça, je suis passé par de la publicité, du film d'entreprise, du film de mariage, et je fais aussi de temps en temps, de moins en moins en ce moment parce que je fais beaucoup de choses, mais quand j'ai l'occasion, je fais un peu de court-métrage parce que j'aime bien ça. Et j'ai un deuxième métier qui est de faire de la voix. Voilà, je pose des voix dans des documentaires assez régulièrement. Et ces dernières années, j'étais un petit peu comme tout le monde, hein. Enfin, je suis dans mon métier, et puis le temps avance, je prends de l'expérience et tout ça. Et je pense que là, depuis 2-3 ans, je suis arrivé dans une phase où je me suis dit, bah maintenant, il faudrait que je redonne un petit peu tout ça, parce que ce métier, il est très important, parce que c'est un beau métier, c'est très cool d'être monteur vidéo, ça paye correctement, en tout cas dans le domaine où je le fais, ça paye correctement, et ça m'a extrait un petit peu de mon milieu social, ou sinon j'aurais peut-être terminé en usine, parce que c'était ce que j'étais en train de faire avant de commencer le montage. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc du coup, bah, je suis arrivé sur les réseaux, il y a 2 ans et demi maintenant, je crois, à peu près, et au début, bah, j'ai tâtonné, j'ai fait cette chaîne YouTube par laquelle certains d'entre vous m'ont découvert il y a 2 ans, et qui a explosé assez vite en fait au final, parce que je l'ai fait sérieusement. J'ai vraiment cherché à comprendre comment ça marchait, ce nouvel univers, tout ça. Je suis reparti du principe que j'étais débutant, et je me suis rendu compte que toutes les compétences que j'avais déjà liées à mon métier et à mon domaine professionnel, et ben en fait elles se transféraient très très bien en fait dans YouTube, même si YouTube a ses propres codes et qu'il y a des petites choses que j'ai dû réadapter dans la façon de faire les choses, mais grosso modo, un bon monteur, ça reste un bon monteur. Et j'estime que je suis plutôt un bon monteur. Alors, le but du jeu, c'est de se dire, voilà, on veut être un monteur, c'est bien, mais en fait, pour sortir du lot, parce qu'il y a de plus en plus de monteurs, eh ben, on ne peut pas se contenter d'être simplement monteur. Il faut devenir un monteur exceptionnel. Et un monteur exceptionnel, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelqu'un qui livre dans les temps? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait faire barder d'effets? Est-ce que c'est quelqu'un qui a de la créativité, une sensibilité artistique? Et en fait, la réponse à tout ça, elle est simple. Ben, un monteur exceptionnel, c'est celui qui a tout ça à la fois. Et personnellement, je ne crois pas au talent. Je crois au travail, et je pense que toutes ces compétences, bah, elles s'apprennent, et si on prend le métier par le bon bout, c'est-à-dire sérieusement,
eh bien, on va les acquérir, mais ça ne se fait pas en 3 semaines comme certaines formations le vantent. Non, non, du tout, ça met du temps et ça se prend par le début. Et donc, du coup, c'est de là qu'est venue cette histoire d'editing IQ, une sorte d'intelligence du montage. Parce qu'un bon monteur, c'est pas un technicien. Ça a des bonnes qualités techniques, mais c'est surtout quelqu'un qui travaille avec sa tête. Et donc voilà, mon petit logo Editing IQ avec la pyramide. Pourquoi une pyramide? Parce que, en fait, j'ai séparé les compétences en 5 types de compétences différentes, donc 5 étages de la pyramide, en sachant que je ne vais pas vous spoiler trop de choses en vous disant que le premier étage, c'est la technique, parce qu'évidemment, on ne peut pas devenir un bon monteur si on ne maîtrise pas son outil, et l'outil, il est technique. La vidéo est un outil technique. Il y a énormément de choses à savoir faire, que ce soit au niveau de la connaissance des codecs, du signal numérique de la vidéo, de ce qu'on fabrique, de l'utilisation du logiciel, de savoir comment fabriquer des effets, savoir mixer, savoir étalonner. Tout ça, c'est extrêmement technique sur la base, et sincèrement, bah, il faut l'apprendre. Si tu sais pas faire ça, tu n'iras pas très loin, parce que naturellement, on attendra du monteur qu'il sache faire tout ça. Et je vais vous expliquer un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui. Donc je vais vous montrer un petit peu les différents étages de la pyramide. Je vais vous décortiquer un petit peu tout ça assez sommairement, évidemment, parce que le but du jeu n'est pas de faire un live de 6 heures. Et en parallèle, on ira jeter un coup d'œil un petit peu dans les éléments de la formation qui sont déjà là, parce que cette formation, elle est encore en devenir. On est encore en train de fabriquer des nouveaux cours, de rajouter des choses, mais il y a quand même déjà beaucoup de choses qui sont là. Et ensuite, vers la fin, je vous présenterai les membres de l'équipe qui travaillent avec moi, parce que je ne fais pas tout seul, parce que j'ai pris sur moi de me dire que pour certains aspects, il valait mieux avoir des spécialistes, parce que je suis, je pense, assez capable de tout faire, mais je préfère avoir des spécialistes, des gens qui savent mieux que moi de quoi ils parlent. Donc du coup, on reviendra un petit peu dessus après, et à la fin, évidemment, on prendra du temps pour répondre à toutes vos questions et vos réponses avec les membres de l'équipe qui seront là avec moi. Qu'est-ce que l'Editing IQ? J'ai pris un petit peu d'avance. Bah, du coup, c'est cette fameuse pyramide avec les 5 étages, mais surtout, l'Editing IQ, ça désigne la capacité d'un monteur ou d'une monteuse à prendre des décisions pertinentes, efficaces et sensibles tout au long du processus de montage, en tenant compte à la fois de l'intention narrative, du rythme, de l'émotion, et du contexte et du public. Alors on pourrait dire de quelqu'un avec un haut Editing IQ qu'il ne fait pas juste un beau montage, mais le bon montage. Et ça va demander beaucoup de compétences diverses, et c'est de ça dont on va parler. Donc du coup, premier étage, la maîtrise technique. Donc je vous en ai déjà parlé un tout petit peu en amont. C'est essentiel. Évidemment, c'est la base, c'est le socle. Un monteur qui ne maîtrise pas son outil ira pas très loin, et surtout ne livrera pas dans les temps, parce que on est dans un métier qui est rattaché à plusieurs industries. J'allais dire une industrie, mais en fait il y a plusieurs industries, et elles ont tout en commun qu'il y a des dates de livraison et des dates de rendu. Moi, je travaille en télévision, on a une date de diffusion. Avant la date de diffusion, comme il y a énormément de techniques, de petites choses techniques à faire par le pôle de post-production, et on est censé rendre le film suffisamment en amont, donc on ne rend pas un film 1 heure avant la diffusion. Ça, vous vous en doutez bien, même si c'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé. Mais en gros, c'est pas comme ça qu'on fait, on livre suffisamment en amont pour que tout puisse se faire correctement. Et c'est valable en pub, c'est valable en film institutionnel, parce que les entreprises ont des dates où elles ont prévu de diffuser leur film, un événement en public ou des choses comme ça. C'est valable sur YouTube, simplement parce que les youtubeurs sérieux, j'ai envie de dire ceux qui font ça sérieusement et qui délivrent régulièrement, ont souvent des dates précises, avec des heures précises auxquelles ils veulent poster leurs vidéos, ou alors, je me perds un petit peu, mais vous avez compris un petit peu ce dont je parle, on est censé respecter des délais de livraison. Et donc pour respecter ces délais de livraison, il faut être capable de jauger la quantité de travail et être capable de la faire dans le temps donné. Et pour ça, faut maîtriser. Si on passe trop de temps à se bagarrer avec son logiciel quand on doit faire des choses basiques, ce temps on le perd, et c'est ça qui va mettre en danger cette date de livraison.
Alors voilà un petit peu la formation dans l'état actuel. Donc là, c'est un petit peu confus quand on ne connaît pas, mais sur la gauche, vous avez la liste des modules, et à droite, vous avez les modules avec les cours qui sont à l'intérieur. Et donc, bon, je vous passe le début, les introductions et tout ça, les petits goodies avec mon preset de clavier que je donne aux élèves. Et ensuite, bah, vous avez la base de la technique. Et quand je parle de base de la technique, ça a l'air d'être un petit peu simple pour les débutants, parce que ça ressemble à ce qu'il y a dans toutes les formations, hein. Effectivement, on va regarder comment on s'organise dans le logiciel, comment on fait les proxys, les synchros, tout ça, tout ça. Sauf que moi, je vais vous le montrer de façon professionnelle, c'est-à-dire la façon dont nous, on le fait au travail, et ça tient compte de tout ce qu'il va y avoir à faire comme travail derrière, des gens avec qui on travaille, parce que quand on est monteur en télévision, en tout cas, on n'est pas seul. Derrière, il va y avoir un ingé son qui va devoir récupérer des choses conformées correctement, il va y avoir un étalonneur, et souvent, bah, moi, je suis pas seul en salle de montage, je suis avec un réalisateur ou une réalisatrice, on a tout un staff technique qui a des besoins et tout, et donc du coup, en gros, ma timeline, elle ne m'appartient pas. Ma timeline, c'est juste un outil qui est centralisé. Moi, c'est moi qui travaille dessus le plus en tant que monteur, mais il y a des tas de gens qui peuvent intervenir dessus à des moments divers et variés. Et donc, du coup, pour que ça puisse se faire de façon fluide, eh bien, il faut que ce soit organisé correctement. Donc ça, c'est un petit peu le cœur de ces premiers modules qui sont la base de la pyramide. Et donc, du coup, dans la formation, je donne aussi très rapidement des exercices de montage, c'est-à-dire que j'essaye de rester le moins possible dans la théorie et les choses gratuites. De la même façon, sur le début, je ne vais pas vous faire une visite d'1 h 30 de l'interface du logiciel pour savoir où sont les choses et tout ce qu'il y a dedans, tout ce qu'il est possible. Non, les choses, on les découvre au fur et à mesure des besoins. Donc au début, j'apprends l'organisation pour créer le projet correctement et être prêt à commencer à travailler. Dès qu'on est prêt à commencer à travailler, on commence à faire du montage. Et dans les premiers exercices, ils sont axés à la base essentiellement sur le montage de documentaires. Et petit à petit, dans la suite, on va commencer à varier un petit peu. Là, en ce moment, je suis un petit peu dans mon arc YouTube. Je reviendrai un petit peu dessus après. Mais voilà, on va voyager sur plusieurs styles de montage. Même si pour moi tout ça est très lié et les compétences sont souvent les mêmes, il y a des petites subtilités, des petites différences, et on va essayer d'aller travailler un petit peu là-dessus. Et donc du coup, naturellement, on va tomber très rapidement sur l'étalonnage. Alors l'étalonnage, il a cette particularité parce que, je vous l'ai pas dit, mais la formation, elle utilise deux logiciels, DaVinci Resolve et Premiere, et donc tout ce que je montre est faisable sur l'un et sur l'autre. Je pense que quelqu'un qui aurait un autre logiciel, que ce soit Final Cut ou autre chose, pourrait suivre la formation. Seulement moi je ne le maîtrise pas, donc du coup là j'ai pas mes petites habitudes pour montrer comment on fait les trucs et les petites subtilités. Mais la base de travail, c'est la même quand on travaille de façon professionnelle. Le logiciel, en fait, il importe peu. Et donc du coup je reviens sur l'étalonnage. L'étalonnage, il y a tout un module d'étalonnage très complet. Et la version Premiere Pro, c'est moi qui l'ai faite. Par contre, pour la version DaVinci Resolve, eh ben, j'ai un étalonneur professionnel parce que DaVinci Resolve, vous n'êtes pas sans le savoir, est un véritable logiciel d'étalonnage. Et donc, du coup, j'ai pas voulu arriver, moi, avec ma façon de bricoler. Vous savez, on a tous nos petites habitudes, vite fait, et tout ça, qui sont moins pro. Donc, on a fabriqué un module d'étalonnage avec un professionnel. Et ce module d'étalonnage, j'ai refait la même chose dans Premiere. Donc, du coup, c'est équivalent. Mais dans DaVinci Resolve, il y a des choses qui sont dedans qu'on peut difficilement faire dans Premiere. Il y a des petites subtilités. Mais voilà, c'est plutôt assez complet. Alors, ensuite, une fois qu'on a vu un petit peu tout ça, il y a, je sais plus où il est parce que je l'ai fait un peu plus tard, je l'ai fait il y a pas longtemps, voilà, j'ai rajouté un module sur l'utilisation des codecs, parce que les codecs, c'est, quand on travaille sur les réseaux, on a une connaissance très légère de ce que sont les codecs, parce que au final, on n'en a pas besoin, on sort des MP4 en H264 ou H265 d'ailleurs, et ça suffit amplement, mais on ne comprend pas complètement le fonctionnement. Or, s'il y a autant de codecs, il y a une raison très précise, c'est qu'ils n'ont pas ils n'ont pas tous la même utilité. Et donc, du coup, j'ai fait un cours précis là-dessus. Donc, je pense que c'est actuellement le cours le plus technique. Donc, ça demande déjà d'avoir vraiment... faut aimer la technique un petit peu. Hein. Il est un petit peu moins funky que les autres cours. Et surtout, l'utilisation des codecs, elle va permettre d'optimiser le fonctionnement de notre matériel. Parce qu'en fait, quand on fait du montage, on bosse sur un ordinateur. Et cet ordinateur... Il a une puissance en fonction de ce qu'on a, on peut avoir quelque chose de très puissant ou de moins puissant. Or, quand on doit monter, on doit faire en sorte qu'il y ait le moins d'accro possible et que ce soit le plus fluide. Et
l'utilisation des codecs y aide grandement, donc c'est une connaissance très très importante. Et donc, du coup, c'est un cours récent, parce que comme je vous le dis, hein, je suis en train de rajouter encore des cours au fur et à mesure. Et on commence à être pas mal complet sur la technique. Pas mal complet sur la technique. Je pense qu'il me manque un cours en profondeur sur le mixage et le montage audio, que je vais faire en même temps dans un module dédié, en sachant que là, pour l'instant, dans les modules Premiere Pro et DaVinci Resolve, vous avez déjà des petits cours sur le mixage et le montage audio qui vous permettent déjà de commencer de toute façon. Mais bientôt, il y aura quelque chose de beaucoup plus conséquent. Je pense que ça sera prêt courant de l'été. Alors, je reviens sur mon déroulé, hop, et on va passer au deuxième étage. Le deuxième étage, c'est la lisibilité. Alors la lisibilité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand on fait du montage, on ne fait pas du montage. On fait un film, une vidéo. Moi, je préfère dire film parce que ça met dans un état d'esprit différent par rapport à ce qu'on fait, mais ça revient un petit peu au même. On fait un film, et ce film, il a destination de gens qui vont le regarder, et ils doivent comprendre ce que le film raconte de la façon la plus simple possible. Et ça a l'air évident, dit comme ça, mais une fois qu'on a les mains dans le cambouis, c'est pas si simple que ça à faire. Ça demande une prise de hauteur assez importante, de comprendre précisément comment fonctionne une narration quand on est sur la timeline et même à l'écriture, parce que c'est très très lié, donc des fois on dérive un petit peu sur de l'écriture. Et le but de tout ça est de faire en sorte de donner les armes aux élèves, de pouvoir raconter ça le mieux possible, en sachant quand simplifier, quand enlever quelque chose, dans quel ordre mettre les choses, parce qu'on va se rendre compte que par moment les choses elles sont tournées dans un ordre, et on va nous livrer ça, on va nous dire tiens tu montes ça, et si vous le montez tel que c'est, en fait vous n'avez pas forcément fait le meilleur montage possible avec ce que vous aviez, et en tout cas pas le plus lisible et le plus clair. Et donc du coup ça c'est un truc qu'on travaille au travers des exercices et de certaines masterclass, parce que je fais aussi des masterclass dans la formation. Le but est toujours de pratiquer, c'est-à-dire que je fais des masterclass, mais il y a aussi des exercices pratiques qui sont liés aux masterclass et aux choses qu'on a vues un petit peu pendant les cours. Ensuite, troisième étage, le rythme. Oui, parce qu'un montage, il faut qu'il soit entraînant, il faut qu'il soit vivant. Et si on n'a pas de notion de rythme, je vais revenir précisément sur ce que j'appelle le rythme, mais si on n'a pas de notion précise du rythme, on va souvent faire quelque chose qui est, oui, maîtrisé techniquement, lisible, mais ennuyeux. Le rythme, c'est les petites épices pour rendre ça attrayant, pour rendre ça cool, pour que ça emmène les gens, que ça les attrape et que ça les emmène dans un univers. Là, quand je parle d'univers, forcément, si on parle de film institutionnel, c'est un peu moins vrai, c'est plus difficile, mais vous voyez ce que je veux dire. On les emmène dans un univers pour leur raconter une histoire, et en fait, il faut qu'ils adhèrent un petit peu à tout ça, il faut qu'on les emmène, il faut qu'on arrive à gérer le niveau d'attention des gens, parce que forcément, on se doute bien, on monte pas un film de 2 minutes comme un film de 2 heures. Comment on va faire pour tenir les gens pendant 2 heures? Eh ben, il faut avoir un peu cette notion de rythme. Ça passe par le rythme de la parole qu'on met dedans, ça passe par la musique, le motion design, toutes ces choses-là, en fait, de la façon de les assembler, de gérer des silences, de relancer la parole et de créer des breaks, des moments qui sont juste là pour l'image avec de la beauté, des moments très musicaux et puis des moments où on va délivrer de l'information, parce que quand on fait un film, souvent, on raconte quelque chose et on délivre de l'information. Et il faut rendre ça le plus digeste possible. Donc du coup, il y a une petite science un petit peu de tout ça. Et c'est ça que j'appelle le rythme, et c'est le fait de ne pas faire quelque chose de linéaire, qui soit tout le temps un peu à la même vitesse. Parce que si ça va à la même vitesse tout le temps, que ce soit un rythme effréné ou que ce soit un rythme plus mou, ça revient au même en fait. C'est linéaire, et si c'est linéaire, ça sera ennuyeux. Ce que j'appelle le rythme, c'est la façon de changer le rythme, c'est les modulations en fait, c'est un petit peu comme sur l'oscilloscope là quand on était au collège et au lycée, où on voit un peu la courbe électrique comme ça qui fait des vagues, et ben c'est ça un montage, ça doit faire des vagues en fait, ça doit pas être une ligne droite. Si votre montage est une ligne droite, il n'est pas très réussi en fait, et les gens vont pas réussir à le suivre jusqu'au bout. Donc voilà, il y a tout cet art un petit peu de gérer le rythme. Quatrième étage, la narration. Donc là, on va apprendre
plus profondément, parce que j'ai déjà parlé de la narration tout à l'heure sur la lisibilité, mais là on va aborder la narration du point de vue artistique et aussi un peu technique. Parce que en cinéma, il existe ce qu'on appelle la grammaire cinématographique. Parce que le montage est un langage, est vu comme un langage. Un film, c'est vu avec justement une grammaire. Nos plans, ce sont des mots. Nos musiques, ce sont des mots. Et avec tout ça, on assemble et on fabrique des phrases et on raconte quelque chose. Et en fait, bah, du coup, il y a des figures de style. Et ces figures de style, eh ben, on va pas les improviser. Elles existent déjà, très souvent. Le but du jeu, c'est d'apprendre à déjà à les reconnaître et ensuite à les utiliser. Et on va se rendre compte que bah, si vous commencez à maîtriser un petit peu tous ces outils de narration un peu poussés, eh ben, vous ne ferez plus du tout les mêmes montages. Vous allez vous rendre compte que par moment, vous savez, le fameux adage, souvent vous en avez sans doute entendu parler, enfin forcément, qui est il ne faut pas dire, il faut montrer. Bah, si vous n'avez pas les outils, bah, plus facile à dire qu'à faire. Or là, dès que vous allez commencer à rentrer un petit peu dans ces notions de grammaire cinématographique, vous allez vous rendre compte que, ah bah oui, là, en fait, l'image, elle racontait le truc, j'avais pas besoin de mettre la phrase en dessous, je l'enlève, et je fais parler avec l'image, et je fais rebondir ça sur autre chose, ou alors j'annonce quelque chose qui va arriver après, et en fait, j'installe un jeu avec le spectateur, et vous allez voir que quand vous le faites correctement, naturellement, on le fait. Moi, en tant que spectateur, je joue le jeu quand j'arrive devant un film. Il y a ce qu'on appelle la suspension de crédulité, qui est une sorte de pacte, en fait, entre la personne qui fait le film et la personne qui regarde, qui dit « Ok, j'ai compris les règles de ce que tu vas raconter. » Je les accepte, même s'il y a des choses qui ne sont pas naturelles. C'est valable surtout, par exemple, pour la fiction. Je veux dire, regarder un film où il y a quelqu'un qui vole, ça n'existe pas. Mais quand vous regardez un film Marvel, vous l'acceptez d'entrée. C'est ça, le pacte. Et donc, du coup, on va rentrer dans le film avec tout ça. Et bien, il va falloir le tenir. C'est-à-dire que si à un moment dans le film, vous avez des choses qui sortent de ces règles que le spectateur a acceptées au début, et ben, il va décrocher, en fait, ça va pas le faire. Et donc, du coup, il y a toute cette petite science, un petit peu de narration et de maîtrise, un petit peu de, j'allais dire de l'outil, non, pour le coup, c'est pas l'outil, quoi. C'est vraiment de la maîtrise de la narration. En gros, si je devais donner une image, c'est un petit peu comme si avec notre logiciel, nos effets et tout ça, et ben, en fait, on avait un stylo. Et c'est pas parce que vous avez tout ça que vous êtes un écrivain. Là, on parle vraiment d'écrire un roman, en fait, de maîtriser le vocabulaire, de maîtriser la grammaire, de l'ordonner, de faire des paragraphes. Vous voyez un petit peu l'idée. Voilà. Et donc, du coup, ça fait partie des choses qui sont au cœur du métier et du coup, au cœur de la formation aussi. Alors, la dernière étape, eh ben, c'est l'émotion. Parce que l'émotion, c'est le pinnacle. Et l'émotion, en fait, elle vient de la maîtrise de tout le reste. Tout le reste, c'est pour ça que c'est en haut de la pyramide, tend dans ce sens-là. Parce qu'un film, c'est avant tout un véhicule pour procurer des émotions aux gens. Vous allez les faire rire, vous allez les émouvoir, vous allez par moments les énerver, être outrancier. Ça dépend du type de film qu'on fait. Ça peut être si c'est un documentaire, il peut y avoir des moments de poésie dedans, des choses comme ça, voilà. Et en fait, tout ce truc-là, l'émotion, c'est le but. Le but, c'est de procurer de l'émotion. Si vous procurez de l'émotion aux gens qui regardent votre film, ils le regardent en entier, c'est sûr. Ils le regardent et ils y prennent du plaisir. Et ça provoque quelque chose. Et c'est ça qu'on veut quand on fait un film, c'est provoquer quelque chose. Après, bon, là, je m'emballe un petit peu. On est d'accord qu'il y a certains types de projets qui n'ont pas l'air faits pour ça. Pourtant, ils le sont un peu. Vous verrez que si vous arrivez à procurer comme ça un petit peu d'émotion par pointe, eh ben, c'est toujours mieux. Parce qu'un film, en fait, c'est pas juste un objet comme ça, c'est un objet artistique. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là qu'on s'en rend compte. Quand on arrive à procurer de l'émotion et à le maîtriser. Et donc, tout ça, ça vient de la maîtrise de tous les autres étages de la pyramide. Alors, la formation en elle-même. Comme je vous le disais, la formation, vous l'avez vu, elle est sur une plateforme en ligne comme beaucoup de formations où vous avez des cours enregistrés. Moi, les cours enregistrés, je pense que c'est essentiel, c'est une base, mais ça ne suffit pas. Donc forcément, je me suis dit, tiens, je vais rajouter des choses dedans pour que les gens puissent avoir de quoi travailler et puis pouvoir fonder une communauté. Donc on a un serveur Discord, en plus de la formation, et sur ce serveur Discord, c'est là-dessus que moi, régulièrement, et puis de temps en temps, les autres professeurs, faisons nos masterclass.
Et c'est aussi là que je donne des exercices. C'est un endroit où les gens peuvent poster leur travail, recueillir des avis. Moi, je suis, en fonction de mon emploi du temps, assez souvent là. Et il est très facile de me connecter, de me poser des questions. Je réponds assez vite en général. Et voilà. Comme ça, vous n'êtes pas tout seul, parce que je suis quand même convaincu que si on laisse les gens avec un pack de vidéos, même s'il y a tout ce qu'il faut dedans, eh ben, il va falloir qu'ils s'accrochent pour arriver au bout, en fait. Et après, on n'est pas tous pareils, mais moi, je pense que moi, j'y arriverai pas. Moi, j'ai déjà mis le nez un peu dans des formations comme ça, et ben, je les fais jamais jusqu'au bout. Je regarde la première demi-heure, et je trouve ça bien, et je me dis, ouais, demain, je m'en refais un peu, et puis en fait, la vie fait que, et c'est un peu difficile de s'accrocher, parce que bah, ça reste un minimum scolaire quand même, et ça demande un engagement, et c'est beaucoup plus facile de le faire quand on est un peu épaulé. Donc le but du jeu, c'était qu'il y ait un petit peu ce côté épaulé. Et en ce moment, je suis en train de travailler à ajouter des formes de, on va appeler ça coaching de groupe, c'est-à-dire des moments où on va travailler à plusieurs sur un truc donné. Donc j'en fais un demain. J'en fais un demain soir, demain en fin d'après-midi, parce que j'avais donné un exercice aux élèves qui consistait à apprendre à trouver un titre pour une vidéo YouTube, à trouver l'angle, à écrire le script et tout ça. Je les ai laissés un petit peu travailler là ces derniers temps là-dessus. Et en fait, demain, je vais voir ce qu'ils ont fait avec eux, et on va travailler à voir ce qu'ils peuvent améliorer, ce qu'ils ont réussi, pas réussi, les difficultés sur lesquelles ils sont tombés. Enfin, voilà, vous avez compris un petit peu l'idée. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que les gens soient accompagnés au maximum. Donc la formation actuellement, les cours, j'ai calculé un petit peu à la louche, parce que comme on en rajoute et tout ça, ça change. Mais il y a déjà à peu près 25 heures de cours. Il y a pas, j'ai pas d'objectif, hein, je dis pas j'arrêterai de faire des cours quand ça sera arrivé à 50 heures ou je sais pas quoi. Je pense qu'on arrêtera de faire des cours quand j'aurai rempli le programme que j'ai, parce que j'ai un programme de cours à fabriquer, et quand ce programme sera rempli, on arrêtera, sauf si par exemple, je vois par exemple sur le motion design, si on se rend compte que tiens, on peut rajouter un étage à la fusée, et ben on rajoutera un étage à la fusée, et évidemment les gens qui ont la formation ont accès à tout ce qui arrive au fur et à mesure, sans avoir besoin de remettre la main à la poche, évidemment. Donc voilà. Donc là, comme vous voyez, bon, je vous fais pas tout le narratif du truc, hein, donc motion graphics, montage narratif, tout ça, c'est la liste de types de cours qui sont déjà en plus en partie sur la formation, mais qu'on va creuser. Il y en a encore d'autres qui arrivent au fur et à mesure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, le dojo, c'est le nom du serveur Discord. Sur le dojo, comme je le disais, vous avez accès à moi. Vous avez accès à moi, vous avez accès à certains des professeurs, les exercices, parce que les exercices que je donne, souvent je les donne pendant des lives, mais ils restent accessibles, et donc vous pouvez prendre le train en cours. Après, on a un nouveau système aussi là qu'on est en train d'incrémenter, où en fait on a fabriqué un bot qui permet de gérer un peu les exercices, de façon à ce que je puisse, moi, comme ça, sans que vous le sachiez, vous rajouter des contraintes en cours de route, des choses pas prévues. Et on est en train de le tester, là, voilà, le bot est déjà sur le Discord, et petit à petit, on va améliorer ça de façon à faire des exercices un petit peu plus dynamiques et interactifs. Et donc, du coup, je reprends un petit peu le déroulé, donc on aura effectivement des masterclass. Alors sur les masterclass, en général, ce que je fais, c'est que soit, il y a deux types un peu de masterclass, soit c'est parce qu'il y a certains types de cours que je veux vraiment faire en masterclass, parce que je suis plus à l'aise de le faire comme ça. C'est le cas par exemple pour tous les cours qu'on a fait sur YouTube, qui sont pas des cours écrits, enregistrés comme ça, où je déroule un truc et tout ça. Je le fais en live, et il y a de l'interaction avec les élèves, on se pose des questions et tout ça. C'est plus agréable, je pense, et puis j'aime bien le côté live, et je pense que c'est plus sympa pour les élèves pour suivre complètement ce cours. Là, je sais que sur les cours sur YouTube, je sais plus combien on en a fait, là on en a fait 4 ou 5 là, des masterclass. Et bien les gens qui ont été là aux 4 ou 5 masterclass, il y en a qui bah voilà, ils se sont tapés les 4-5 masterclass, et ça fait un paquet d'heures de cours quand même déjà. Donc ils ont pris voilà, ils ont pris un peu de connaissances dedans. Ça, c'est le premier type de masterclass que je fais. Et ensuite, il y a un deuxième type de masterclass qui est lié aux modules que moi je ne fais pas, qui sont par exemple, on verra tout à l'heure sur les modules de grammaire cinématographique. Chaque module est accompagné d'une masterclass pour revenir, parce que ce sont des notions qui sont pas forcément simples.
quand on débute, et je pense qu'elle suscite beaucoup de questions. Et donc du coup, à chaque fois qu'un cours de narration cinématographique est déposé, et ben derrière, très peu de temps après, en général ça dépend parce qu'on a du temps de préparation et tout ça, mais très peu de temps après, on fait une masterclass avec le prof qui revient un peu plus en détail, qui rajoute un petit peu de compréhension et qui répond aux questions, en fait. Comme ça, vous avez de l'interaction encore une fois. Et dernier truc sur le serveur, évidemment, montrer les travaux. Et d'ailleurs, tiens, en parlant de montrer les travaux, j'ai cliqué alors que je voulais pas cliquer, n'importe quoi, voilà. En parlant de travaux, je vais vous montrer parce que pour que vous compreniez, dans les exercices que je donne, souvent je vais donner un exercice avec un thème, des contraintes et tout ça, et je donne les éléments avec. Et donc on a la chance, là, comme je travaille dans le milieu du documentaire, d'avoir récupéré des rushs de documentaires, et donc du coup, ils sont watermarkés et tout ça, parce qu'il ne faut pas que ça sorte, enfin, vous comprenez. Mais du coup, bah, les élèves y ont accès et peuvent monter avec de la vraie matière. Et donc du coup, on avait fait un exercice où les élèves devaient monter la première minute du début d'un documentaire. Donc la première minute en général c'est un peu un teaser, c'est le truc un peu avant le titre du documentaire, avant qu'on commence dedans. Et je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Là je vous en ai sélectionné un. Alors hop, je vais vous le mettre et je vais vous le lancer. Est-ce que j'ai bien... Normalement vous avez le son. Allez, c'est parti. Et bonsoir, grosse émotion aujourd'hui à Paris après l'assassinat ce matin de Dulcie September. Le rêve de Dulcie, c'était mettre fin au système d'apartheid et trouver un pays où noirs et blancs vivraient ensemble. Et elle ne l'a pas connu. Je n'ai entendu qu'une fois des pas et je n'ai pas du tout entendu d'autre bruit. L'assassin était complètement immobile. Il me regarde fixement, il avait une grande gabardine, je m'en souviendrai toujours, il avait son flingue. Ils ont osé le faire en France. Il était persuadé qu'on ne peut pas séparer la politique et l'éthique. Comment des étrangers ont pu perpétrer cet assassinat à Paris en plein jour, sans l'aide d'un entourage français. On est anti-apartheid. Et moi, on me disait, mais madame, vous êtes en train de soutenir des terroristes communistes. Cette personne m'appelle et me dit qu'elle a quelque chose à me dire, que c'est vraiment du lourd et qu'il faut qu'on se voit le plus vite possible. Oui, elle a demandé une protection. C'était une femme de droite qui n'était pas dans les compromissions, qui avait choisi le combat et qui était prête à aller jusqu'au sacrifice suprême. Voilà. Alors ça, comme je vous le disais, c'est un exercice qui a été fait par un élève. Hein. C'est pas moi qui l'ai fait. Et bon, on a quelques élèves quand même qui commencent à avoir un bon niveau et qui, je pense, l'avaient déjà un petit peu, avaient déjà des compétences parce qu'on n'a pas que des débutants. Alors je vais remettre ça en plein écran. Tac. Voilà. De toute façon, je reviens en arrière alors qu'en fait non, on allait passer à ça. Donc du coup. Dans la formation, vous avez vu un petit peu ce qu'il y a dedans, grossièrement. Donc du coup, elle est formée sur les 5 niveaux de la pyramide. Et je vais au fur et à mesure, parce que c'est un truc qui est arrivé après coup, j'ai commencé à faire les cours avant d'avoir l'idée de la pyramide. Donc du coup, je vais réorganiser ça au fur et à mesure, de façon à ce que les étages soient un peu plus lisibles. Mais vous avez accès aux 5 étages de la pyramide, vous avez accès au Discord, à l'accompagnement de groupe au fur et à mesure que je vais en faire, mais je pense que en fonction de mon emploi du temps, je vais en faire au moins un par mois assez facilement. Et évidemment, vous avez accès à tous les éléments de la formation à vie. Et cette formation, hop, elle va passer à 99 € parce qu'elle était un peu moins chère, parce qu'on est toujours un petit peu en bêta. J'avais annoncé, quand je l'avais ouverte, que le prix qu'elle coûtera quand elle sera complète, ça sera 1200 €. Elle va passer à 999 € dans quelques temps, mais pour l'instant, je l'ai mise à 699, au moins jusqu'à samedi prochain. Je dis bien au moins parce que j'avais dans l'idée de peut-être le rallonger encore une semaine en fonction de comment se passent les choses et tout ça. Donc voilà, en sachant que j'ai mis sur la plateforme aussi un système de paiement pour pouvoir payer en 3 fois, pour ceux pour qui c'est un peu plus difficile, parce que même si j'ai conscience que c'est pas forcément la formation la plus chère du marché ou des choses comme ça, j'ai conscience que c'est un prix. Ça a un prix. Et que j'essaie de faciliter pour que ceux qui ont vraiment besoin de se former, que ce soit accessible. Mais en même temps, j'ai quand même la certitude que quelque chose qui ne vaut pas son prix, en fait, n'a pas de valeur. Et en fait, on s'y attache pas et on fait pas les choses sérieusement. Donc, je préfère quand même avoir un prix correct, ce qui est normal.
avant qu'on me pose la question, la formation n'est pas éligible au CPF, parce que pour être éligible au CPF, c'est un enfer administratif. Ceux qui me connaissent savent que c'est un peu compliqué pour moi. Mais surtout, pour être éligible au CPF, il faut des formations très verrouillées, avec, en général, c'est ça qui va donner les formations, juste un pack de cours, comme ça, très verrouillé, avec une certification à la fin, et machin, un truc, tout ça. Et c'est pas ce que je fais, en fait. Moi, je pense que le côté, genre, tu fais la formation, puis dans 2 semaines, tu as terminé la formation et tout ça, je pense que vous avez besoin de plus, et en fait, que vous allez être sur la formation un peu plus longtemps que ça. Et donc, c'est ouvert. Je vais rajouter des cours en fonction des besoins, parce que quand je dis des besoins, c'est parce que je vais continuer à sonder les gens qui sont dans la formation pour soulever ces besoins et trouver des façons d'y répondre, de façon à ce que vous ayez la formation la plus complète possible, que vous puissiez aller aussi loin que vous le vouliez. C'est un peu mon credo, aussi loin, vers l'infini et au-delà. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne suis pas tout seul, parce que y a dans le montage a beaucoup changé. Avant, le monteur, en gros, je vais abuser un petit peu en le disant, mais il mettait les clips bout à bout, et voilà, et en fait, il faisait quasiment que ça, parce qu'on avait quelqu'un pour faire le montage son, parce qu'on avait quelqu'un pour faire l'étalonnage. Et de nos jours, c'est plus vrai. Maintenant, on attend d'un monteur qui fasse absolument tout, soit un petit peu un homme orchestre, et je trouve pas ça dérangeant. Moi, j'ai un côté un peu homme orchestre, et je pense que ça fait partie des choses qui vont aider les gens à se démarquer. C'est plus t'as de cordes à ton arc, plus t'as de chance contre marque. Et du coup, ça donne des besoins dans des domaines que moi, je sais faire, mais je suis pas le spécialiste. Et je me dis, pour former les gens, il faut un spécialiste, il faut pas un mec qui va bricoler, qui connaît un peu tout ça. Donc, je me suis entouré. Et les gens dont je me suis entouré sont tous des professionnels dans l'industrie, et chacun ont leur spécialité. Donc, le premier, il s'appelle Kim. Il a une société qui s'appelle Kamehouse. Il est étalonneur. Et donc, Kim, il sera pas là aujourd'hui, parce qu'il y en a qui sont cachés, là, ils sont dans les coulisses et tout, et vous allez entendre leur voix après. Mais Kim est pas là. Et comme il n'est pas là, je vais vous montrer un petit peu son intro dans la formation, et parce que comme ça, il va se présenter tout seul, plutôt que je vous dise, oui, Kim, il fait ceci, il fait cela. Il va vous montrer. Bonjour, je m'appelle Kim, je suis étalonneur depuis 13 ans. J'ai monté le studio Kamehouse à Paris. J'ai commencé dans le clip, pas mal de clips en rap, variété, etc. Puis petit à petit, on s'est tourné, ça s'est développé sur de l'institutionnel, sur du documentaire, sur la publicité, et puis sur la fiction. Et forcément aujourd'hui, ce qui est incontournable, c'est le web, pour beaucoup de youtubeurs que je ne peux pas citer. J'ai beaucoup travaillé avec Cyril, notamment sur des projets de documentaires comme The Game pour Canal+. I had a dream and I succeeded. In hip-hop, we will always have a seat at the table because we influence culture, we influence power. If you look around in the world today, people's heads are at a 45-degree angle. It's about converting those viewers into consumers. A brand? A brand? Et aussi au plus près des requins pour France Télévisions. Je n'ai jamais connu mes parents. Comme mes ancêtres, depuis 400 millions d'années, j'ai appris à me débrouiller toute seule dans l'océan. Mes principales qualités? Un super odorat et une pointe de vitesse proche des 60 km/h. Même si le cinéma hollywoodien m'a fait une mauvaise réputation auprès de vous, les humains, je suis surtout une victime. Mais je suis très courageuse et infatigable. Et par amour, je suis prête à faire des milliers de kilomètres pour trouver le prince charmant. Alors mardi soir, venez découvrir qui je suis vraiment. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre les bases de DaVinci Resolve. Et à l'issue de ce cours, vous saurez étalonner vos plans. Quelques outils importants pour pouvoir être autonome sur DaVinci Resolve et créer votre propre lutte. Voilà. Alors, comme vous l'avez compris, en fait, Kim et moi, on se connaît bien depuis longtemps. On a beaucoup travaillé ensemble. Et pour la petite joke sur les youtubeurs avec qui il travaille et dont il ne voulait pas parler, si vous êtes curieux, vous tapez Kamehouse, qui est le nom de sa boîte,
et vous allez voir sur son site, et en fait, vous allez savoir très vite avec qui il a travaillé. Bref, je retourne en arrière, paf. Donc ça, c'était pour l'étalonnage. Ensuite, nous avons notre ami Valérian. Donc Valérian, c'est notre spécialiste en grammaire cinématographique. Je peux le dire comme ça, hein, Valérian. Oh, tu peux le formuler comme ça. Voilà, je vais le formuler comme ça. Donc c'est notre spécialiste en grammaire cinématographique, c'est un peu notre monsieur cinéma, il a une culture de dingue, et il fait du mash-up, et donc du coup ça lui demande de connaître un nombre de films, c'est incroyable. Moi j'ai des conversations avec lui des fois, enfin, j'ai l'impression que je connais rien à rien, et donc du coup je suis très content qu'il soit sur la formation avec moi, parce que c'est grâce à ça qu'on peut augmenter un peu la qualité, parce que moi je peux vous parler de grammaire cinématographique, mais moi je la connais qu'en timeline un peu. Lui, il connaît toute la théorie qu'il y a derrière, il connaît le nom des cinéastes, il connaît l'histoire un petit peu des choses, et je pense que c'est important d'avoir un petit peu cette culture-là en plus, et comme en plus il raconte très bien les histoires, il nous fait des cours qui sont passionnants, et si tu veux, je te donne la main, Valérian. Bonjour tout le monde, je m'appelle Valérian, je suis monteur en télévision. À côté de ça, je suis critique sur Internet de films via une chaîne qui s'appelle Cinefiles, que je gère depuis 2012 à peu près. Et sur le Discord, peut-être les gens qui ont déjà été sur le Discord de Cyril. Donc le Discord Secret de Monteur Pro lié au compte YouTube de Cyril. Hein. Parce qu'il y a le Discord dédié à la formation. Là, c'est le Discord, on va dire officiel et visible par toutes et tous, Secret de Monteur Pro. J'ai fait une sorte de petit module d'animation qui s'appelle l'art du montage, dans lequel on regarde, on observe tous ensemble des séquences qui peuvent être des séquences d'animation. On avait fait un moment l'attaque des titans, du documentaire, on l'avait fait à la dernière session, et bien sûr de la fiction de cinéma. On regarde ces séquences, ces scènes, au travers du montage. On n'a un regard sur ces séquences à partir du montage, pour essayer de voir un petit peu comment on peut percevoir les émotions à travers des figures de style, à travers l'utilisation justement de la grammaire cinématographique. Et c'est tout l'intérêt justement du module pour lequel Cyril m'a fait venir, c'est le module de la grammaire cinématographique. Parce que oui, le cinéma a bien un langage. Et s'il y a un langage, eh bien c'est bien toute son éloquence qui se construit dans une salle de montage. Parce que voilà, quand vous racontez une histoire, eh bien vous la montez. Vous donnez certaines informations sur cette histoire avant d'autres, ce qui peut après amener certaines émotions. Et tout cela, c'est une science. C'est un petit peu rapide de dire ça, c'est un petit peu pour faire son cacou, mais il y a quelque chose dans cet ordre-là où il y a des connaissances à avoir au-delà de simplement la maîtrise du logiciel. Vous allez connecter votre sujet avec le spectateur pour qu'il ait des émotions quand vous le voulez, qu'il s'identifie au héros ou pas, à votre guise. Pour cela, je vais vous donner une petite anecdote, une petite histoire rapide. À l'université à Strasbourg, on a eu des professionnels qui sont venus nous parler un petit peu de ce qu'ils faisaient. Et on avait un réalisateur de documentaire qui s'appelle Daniel Koch, un réalisateur de documentaire alsacien, qui dans le cadre d'un documentaire était bloqué. Dans la construction de son documentaire, il était bloqué. Il a fait comme Iago dans Aladdin, coincé entre deux murs. Jafar, je suis coincé. Dans son documentaire, il avait des problèmes narratifs. Il y avait des choses où il n'arrivait pas à lier les séquences entre elles. Il y avait quelque chose qui lui manquait pour pouvoir dérouler la narration, bien que le sujet se déroule tout seul. Et il a fait venir un monteur de Paris, en Alsace, à Strasbourg, et il avait constaté que ce monteur, il ne maîtrisait absolument pas le logiciel de montage, c'est-à-dire Avid Media Composer. Il n'utilisait pas les raccourcis de base, il n'utilisait que la souris, et le réalisateur était très surpris, mais il s'est dit, mais pourquoi on m'a recommandé un monteur pareil qui ne connaît pas les raccourcis d'un logiciel de montage? Et en fait, le gars, il a réglé tous les problèmes de narration du documentaire en 3 jours. Pourquoi ? Parce qu'il avait précisément ce que Cyril vous a expliqué pendant cette petite heure de live. Il avait l'editing IQ. Il savait par quel outil de narration,
par quelle figure de style et par quels moyens de la grammaire cinématographique il pouvait résoudre les problèmes du documentaire. Et c'est un petit peu ce que je viens de vous faire ici. Je viens de vous faire une de ces techniques. Je vous ai raconté une histoire dans mon temps de parole pour mettre en valeur l'intérêt de connaître cette grammaire cinématographique. Je vous ai fait une frame story, une histoire imbriquée dans une autre histoire. Et avec cette formation, vous aurez plein d'outils comme celui-ci pour pouvoir narrer vos histoires, trouver quelque chose pour prendre le spectateur, pour lui faire vivre des émotions, pour lui donner une meilleure expérience de votre vidéo, de votre sujet, de votre fiction, si vous en faites, de vos vidéos institutionnelles, si vous en faites aussi, et bien sûr de vos documentaires, si vous en faites. Il y a déjà plusieurs vidéos qui sont installées dans ce module. On a fait le bookend, le fusil de Tchekhov, le foreshadowing, des noms peut-être qui ne vous disent pas grand-chose. Eh bien, sur ces vidéos qui durent à peu près entre 15 et 22 minutes, eh bien, je vais bien sûr définir ce que c'est et vous proposer plein d'exemples. Et quand je dis plein d'exemples, c'est vraiment beaucoup. Il y a, alors pas dans des degrés les mêmes, mais il y a entre 50 et 80 extraits de films par vidéo. Alors, ce ne sont pas 80 exemples, hein, mais il y a beaucoup de films qui sont brassés comme ça dans les vidéos. Et des exemples qui sont, à mon sens, assez différents pour que vous puissiez percevoir, à partir d'une définition de base, le panel de tout ce qu'on peut faire à partir de cette définition de base. Donc, je m'occupe de ce module-ci. Et comme Cyril et comme le prochain intervenant, je suis disponible pour répondre à n'importe quelle question et disponible également aussi bien sur le Discord de Secret de Monteur Pro sous le nom de Dot Valérian que sur le Discord du dojo évidemment pour les éventuelles questions. Eh bien, dis donc, très bien. Moi-même, j'étais surpris, là, j'étais comme ça. Je fais, il parle, j'adore. J'adore. Et d'ailleurs. J'avais mon texte bien cadré, bien verrouillé. Ouais, tu m'as, comme d'habitude, tu m'as eu. Et d'ailleurs, alors, avant de passer, c'est n'importe quoi ce que je fais, avant de passer au prochain, je voulais en profiter parce que j'ai préparé un peu aussi quand même, hein, j'ai pas l'air comme ça. Donc là, on avait vu Kim, hop, et moi, je voulais montrer l'introduction que tu nous avais fait pour le cours. Carrément. Allez, on est parti. Que les gens sachent un petit peu ce qu'il y a dedans. Démarrez les moteurs! Bonjour, moi c'est Valérian. Monteur à la télévision à temps partiel, critique de cinéma à temps perdu et amoureux de 7e art à temps plein. Le savoir d'un logiciel, c'est une chose, et grâce à Cyril, vous obtiendrez des pouvoirs cosmiques phénoménaux. Mais devant votre écran, pour narrer votre histoire, pour monter votre scène, vous aurez besoin d'outils que la maîtrise d'un logiciel ne vous donnera pas. Et alors? Quand tu montes, tu racontes. Et avec ce module de formation confectionné par mes soins, vous serez en mesure d'avoir en tête des notions, des procédés qui vous permettront de faire un montage communicatif auprès des spectateurs, tissant un lien émotionnel entre le film et le public. C'est la base du travail du monteur. C'est une affaire de sensibilité. Il n'y a pas de formule à appliquer. Ces outils vous permettront de questionner toujours plus loin votre construction du récit. Pourquoi ce raccord? Pourquoi je choisis ce point de vue? Pourquoi je décide de faire une ellipse à ce moment alors que précédemment non? Pourquoi? Toutes ces questions, elles vous seront plus faciles à aborder avec un bagage culturel que vous pourrez convoquer pour vous inspirer, avec des exemples de scènes qui travaillent ces notions. Ensemble, on théorisera ce qui a été fait factuellement par des cinéastes et on pratiquera cette théorie. Le but est que vous soyez à l'aise et formé avec la grammaire du montage, que quand vous allez fabriquer votre film, votre vidéo, votre montage donnera le sens de la ponctuation. Parce que si le cinéma a un langage, alors c'est toute son éloquence qui est fabriquée dans la salle de montage. Nous savons désormais tous ce qu'il nous reste à faire.
regardez mes vidéos. J'avais oublié la blague à la fin. Ça donne envie, hein. Moi j'ai envie de monter là, j'ai envie de monter un truc. Voilà, bon, en tout cas, je pense que ça permet quand même pas mal de se rendre compte que il y a plusieurs types de cours en fait dans la formation. Donc il y a des trucs qui sont un petit peu plus posés, où on explique, on est un peu dans le dur, faut cliquer là pour obtenir tel effet et tout ça. Et là, en fait, le fond est aussi dans la forme. C'est un peu ça, hein. Et on va vraiment travailler sur de l'artistique. Exactement. C'est important. C'est important, c'est important. Du coup, je vais reprendre la main. Merci beaucoup, Valérien. Je t'en prie. Tu vas rester un petit peu avec nous, comme ça, s'il y a des questions après bien sûr. à te poser. Le prochain, eh bien, c'est notre ami Copyright, qui a une chaîne de tutos qui s'appelle Motion Through. Copyright, es-tu parmi nous? Je suis là, oui. Il est là, j'aime bien parce que j'ai l'impression que j'invoque un peu des esprits comme ça, vous n'êtes que des voix. Et donc du coup, pareil que pour Valérian, je peux te faire une petite introduction très sommaire, mais je préfère te laisser te présenter peut-être, non? Tu veux que je te présente? Oui, Je te présente. Je te présente, moi je peux le faire. Je suis l'hôte. Donc du coup, notre ami Copyright, il est actuellement en train de nous fabriquer le module de formation pour la formation sur le motion design sur After Effects. Il y aura par la suite aussi un module de formation sur, je cherche mes mots, sur Fusion, mais c'est pas toi qui le feras, parce que toi, tu es un spécialiste d'After Effects, et moi je veux des spécialistes. Voilà, je veux bien que tu reprennes la main, s'il te plaît. Oui, donc moi je suis motion designer, effectivement. J'enseigne aussi un peu le motion design depuis plus de 2 ans maintenant sur YouTube. Et donc je vais vous présenter le cours que je suis en train de réaliser actuellement. Si je parle trop vite, Cyril, n'hésite pas à m'interrompre, parce que parfois je pars et c'est plus très audible. Chacun son style. Et donc je vous ai fait un petit PowerPoint. Attends, donc du coup je vais te mettre à l'écran. Donc voilà, c'est une introduction au motion design. On va voir à quel point est-ce qu'on peut la complexifier au fur et à mesure. Donc avec les élèves, ce qu'on fait, c'est un projet très concret. C'est vraiment du motion design qui est fait pour de la vidéo, qui s'intègre plus largement, enfin le motion design qui s'intègre dans un projet plus large. Donc je n'apporte pas l'illustration ou du motion design publicitaire. Si vous allez vraiment faire une vidéo avec que des illustrations, là nous ce qu'on fait vraiment c'est du motion design, des scènes en réalité que vous allez implémenter ensuite dans votre montage. Parce que le motion design c'est un terme un peu fourre-tout qui englobe 40 milliards de réalités. Mais donc voilà, nous on va faire un projet concret comme si on illustrait une forme de scène en documentaire. Alors là, bon voilà, je voulais condenser sur moins d'1 minute parce que il faut bien montrer plein de choses pour le cours. Donc je vous propose de regarder. Est-ce que vous saviez que l'élection du président de la République a été réformée par Charles de Gaulle? Initialement, le président de la République n'était pas élu par les citoyens. C'est un collège d'élus locaux qui votait à leur place. À l'époque, la gauche est favorable à ce système, mais pas la droite gaulliste. C'est alors que le général de Gaulle organise un référendum. S'il est adopté, le président tirera directement sa légitimité du peuple. Le jour du vote, 22 millions de personnes se rendent aux urnes. Et au dépouillement, 62% des bulletins veulent le suffrage universel direct. La réforme est adoptée. Là, tu vois After Effects normalement. Et du coup, voilà, on va décomposer un petit peu les différentes phases d'une vidéo comme celle-ci. Donc là, vous voyez qu'on a une première phase très simple qui nous permet de nous familiariser avec le logiciel, voir comment est-ce qu'on apporte des médias, rajouter une image, les bases de l'animation, les images clés, quelque chose de vraiment basique pour que ceux qui n'ont jamais ouvert After Effects puissent prendre en main le logiciel. On a une deuxième scène un peu plus complexe, d'ailleurs ça c'est pas sa version finale, mais où on a donc voilà, on va voir comment est-ce qu'on peut retraduire visuellement des concepts dans une phrase qui est un peu plus complexe, où on va parler collège électoral, d'urne, et donc comment est-ce que le visuel peut être au service de la phrase pour permettre d'accompagner le texte et que le spectateur comprenne rapidement les informations. Donc on voit comment créer des fonds, voilà, on aborde à la fois la partie technique et en même temps un peu de théorie. Scène 3, où on va ici lutter contre l'ennui visuel, parce que les images sont... Enfin, la phrase n'est pas très compliquée à comprendre, hein. Voilà, on dit que la gauche est... je sais plus trop ce que c'est dans mon exemple. La gauche est favorable et la droite est défavorable. Donc on va rajouter des informations avec donc un personnage politique de l'époque qui était favorable au suffrage indirect, je sais plus trop quoi, alors que Pompidou était défavorable. Donc voilà, ici ça rajoute des informations visuelles, donc on voit dans quel contexte est-ce que c'est intéressant de faire telle animation. Le but c'est aussi d'expliquer un peu le pourquoi, pas seulement d'apprendre à faire des animations complexes, mais aussi que ça serve le propos du montage, et donc ça s'intègre dans la vision de Cyril qui est de faire en sorte que
que le montage transmette les informations au bon moment, et donc pas de surcharger d'animation graphique, mais simplement de savoir implémenter des animations graphiques au bon moment. Chapitre 4, on aborde un peu la 3D, donc voilà, ici, animer, récupérer une image, la texturer pour donner l'impression que c'est une vieille archive, animer un surlignage sur le texte qui va nous intéresser, et puis réaliser des petits zooms à la caméra avec un décor. C'est pas très très compliqué, mais ça vous permettra donc de vous familiariser avec la 3D, les différentes caméras, les différentes focales, l'animation, qu'on va continuer à complexifier un petit peu. Ici, on va faire alors, à voir si on va jusqu'au compositing, ça il faut qu'on en discute avec Cyril. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on fera cette animation donc, de texte, on avait déjà abordé l'animation de texte un petit peu ici, hein, donc les animateurs de texte, comment réaliser ici ces apparitions de texte caractère par caractère, donc il y a tout un menu d'After Effects qui n'est pas toujours très bien utilisé, que les gens ont parfois un peu du mal à comprendre, donc on abordera ça en détail. Et puis ici, voilà, on verra comment on peut synchroniser un texte sur une voix off, et donc éventuellement le compositer dans un plan qui a été tourné. Et puis ensuite, alors actuellement, ça on le fera plutôt dans une masterclass, donc je vous inviterai à faire vous votre propre version, puisque vous aurez eu toutes les informations avec les 4 premiers chapitres pour réaliser une fin de vidéo qui vous convient, et puis je vous ferai un débrief dans une masterclass pour vous montrer comment est-ce que j'ai réalisé moi ces différentes animations, voilà, comment est-ce que je me suis pris pour conceptualiser ces différentes scènes. La transition ici, là on voit qu'on a un match cut, on en avait un ici avant, donc on verra comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'avoir des transitions qui sont efficaces et qui prennent pas trop de place visuellement. Donc voilà, ça va vraiment être l'objectif du cours. Et puis ensuite on revient sur un plan en prise de vue réelle qui est composité. Si je reviens sur mon PowerPoint, ça c'est donc le projet qu'on voit, mais le but c'est aussi de s'élargir avec un peu de... Oula, voilà, passer à la suite. Élargir sur une partie plus théorique, donc on va faire un peu de théorie du design. Pour que le motion design soit efficace, il y a plusieurs règles à respecter, donc notamment la hiérarchie par exemple, ça c'est une image qui est mal hiérarchisée, ça s'applique aussi au design statique, mais c'est encore plus important quand on fait du design animé, parce qu'il y a de l'audio, il y a de la musique, on ne regarde pas l'affiche fixe comme si on allait lire une présentation, une grille de cinéma. Donc c'est très important que visuellement les informations soient bien hiérarchisées. Là ici, on n'a aucune idée de ce qui est où. Donc voilà, on verra comment est-ce qu'on peut hiérarchiser les informations de manière efficace, avec voilà, une hiérarchie claire. Ça c'est capital quand on fait du motion design. On verra comment travailler la cohérence de ces designs pour avoir une esthétique qui est conforme du début à la fin, et ce qui vous permettra d'avoir un rendu professionnel. On verra comment travailler sur le contraste, comment est-ce qu'on peut attirer l'œil du spectateur à un endroit précis. C'est aussi ça notre travail quand on fait du motion design, c'est de faire en sorte que le regard du spectateur soit capté à un endroit précis de l'image. Donc on verra différentes règles qui permettent d'atteindre ce résultat. Donc voilà, on verra comment ont été hiérarchisées les scènes que je vous ai montrées dans le projet, etc. Et puis on va faire aussi un peu de théorie de l'animation. Voilà, ça c'est une image du fameux livre The Illusion of Life, qui est la référence de l'animation traditionnelle. Donc on verra un petit peu quels sont les principes que les animateurs qui font de l'animation, des dessins animés, ont progressivement mis au point à travers le XXe siècle, et comment est-ce qu'on peut les implémenter dans notre travail de motion designer aujourd'hui. Donc voilà, le fait d'utiliser des courbes, d'avoir un début lent et une fin lente, le fait d'avoir du squash and stretch, voilà, tout ce genre de choses, on abordera un petit peu tout ça. Donc voilà, on pourra, je vous ai mis un ralenti d'une balle qu'on pourra analyser pour voir voilà, vraiment comment les déformations s'effectuent, et donc ça pourra vous être utile quand vous êtes graphiste pour bien comprendre la physique des éléments, et donc pour réaliser des animations plus convaincantes. On fera, voilà, donc toujours dans cette optique de faire un peu d'histoire de l'animation, on pourra voir un peu quels étaient les premiers motion design qui ont été réalisés dans les années 20 et 30, 40, et ce qui fait que, quels sont les éléments que comprenaient déjà les gens à cette époque-là, et qu'est-ce qu'on a appris depuis. Et donc voilà, on pourra voir un petit peu comment ça évolue, et ce qu'on peut en tirer nous. C'était à l'époque dans les cinémas, on diffusait des chansons comme ça, avec une balle qui rebondissait sur les mots au fur et à mesure qu'ils étaient chantés, pour que les gens puissent chanter dans les cinémas. C'était assez en vogue dans la première moitié du XXe siècle aux États-Unis. C'était bien avant les karaokés. Et donc c'est un des premiers exemples de ce qu'on appellerait aujourd'hui du motion design qui existait, parce que c'est pas vraiment de l'animation avec des personnages, c'est vraiment le graphisme qui s'anime pour guider le spectateur. Donc c'est intéressant de revenir à ces fondamentaux quand on anime aujourd'hui.
Puis voilà, là c'est un exemple qui date de 25 ans plus tard, hein, 1951. Et donc on peut voir comment comment le mouvement évolue ou pas, qu'est-ce qu'il y a de mieux, qu'est-ce qu'il y a de moins. Là on voit qu'on a un peu de squash and stretch, donc la balle s'aplatit et s'élargit. Enfin voilà, c'est assez intéressant de voir cette évolution. Donc voilà, on voit qu'ici on a une balle qui s'anime de manière extrêmement brute, sans aucun respect des principes de l'animation. Et puis ça c'est une balle qu'on peut styliser pour faire en sorte que le mouvement soit plus intéressant. Donc voilà, on voit bien ici cette déformation, le travail sur la vitesse, bref, on pourra aborder tout ça. Enfin, je voudrais, voilà, on en a parlé des match cuts avant, donc on pourra voir comment est-ce qu'on peut se servir de références visuelles de l'animation pour s'inspirer dans notre propre travail graphique. Ça ici, c'est un match cut qui vient du film Paprika qui est sorti en 2006. Et donc on voit qu'on a ici une transition très brute où le mouvement de la mallette cut permet directement le cut vers un autre coup qui est porté par la protagoniste. Et donc c'est une transition qu'on retrouve très souvent en motion design, notamment par exemple dans cette publicité pour Apple, la transition finale ici. Vous voyez qu'on a le mouvement est continué entre les deux scènes. On a un cut brut, mais je n'arrive pas à lire la vidéo, pardon. Hop, ben, c'est pas possible. Je suis le pire démonstrateur de Google Slide. Je ne touche à rien. Cette scène-là. Et ici, si vous regardez image par image, vous avez un cut brut, mais le mouvement des téléphones permet de transitionner vers le texte. Donc voilà, on pourra aborder toute cette théorie. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci pour votre écoute, et voilà. Bah non, c'était parfait. C'était parfait. Je pense que ça donne quand même une bonne idée de tout ce qu'on est en train de faire dans cette formation, en fait, hein, parce que au final, même moi, là, en me remémorant un peu tout ce qu'il y a dedans, je suis assez impressionné. Et il y a beaucoup de choses. Voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses encore à venir. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, là, on va rester un petit peu en fonction de vous, du nombre de questions que vous avez. Et regardez, hop, j'ai même prévu ça, paf, question-réponse. Voilà, question-réponse. Et voilà, alors n'hésitez pas, parce que du coup là, on est là tous les trois. Du coup, il faut After Effects, bah, je vais répondre du coup à cette question. Effectivement, si tu veux faire les modules After Effects, il vaudrait mieux avoir After Effects. Il y en aura d'autres qui sont prévus pour Fusion, donc pour les gens qui ont DaVinci, Fusion c'est déjà intégré dedans, c'est pas un logiciel en plus. Par contre, dans la suite Adobe, bah, c'est la suite Adobe, quoi. Oui, si je peux me permettre, la théorie que je donne sur l'animation, ça s'applique sur Fusion, sur After Effects, sur du dessin image par image, ça y a pas de souci, vous pouvez l'utiliser partout, c'est des bases de design, de l'animation, ça c'est pas un problème. Mais oui, pour refaire les exercices en détail, et donc le gros de la formation, là effectivement il faut After Effects, oui. Alors, est-ce qu'il y a le paiement en 4 fois? Oui, il y a le paiement en 4 fois. Je pense que c'est important d'ailleurs, je dis en 4 fois, non, c'est en 3 fois. C'est en 3 fois, désolé, j'ai dit 4 fois. En 3 fois, il n'y a pas paiement en 4 fois, désolé. Donc du coup, j'ai commencé par dire une énorme boulette. C'est paiement en 3 fois. Y a-t-il des explications sur comment devenir professionnel par la suite? Comment trouver des contacts, trouver des projets, etc. Alors, très bonne question, Lilian. Non. Il n'y a pas, pour la simple et bonne raison que j'essaye de ne pas tomber dans le truc de vous promettre monts et merveilles. Nous, ce qu'on peut vous promettre, c'est que on va vous enseigner des choses et que vous allez vous améliorer dans ces choses-là. Le reste derrière, on est dans un milieu qui évolue tout le temps. Moi, je suis en télévision, on a une façon de travailler, je ne suis pas sur YouTube, je ne sais pas comment trouver des clients. Donc je ne vais pas m'amuser à essayer de vous expliquer comment trouver des clients. Je suis très très mal placé pour ça. Nous, le but du jeu, c'est que vous soyez bien formés. Après, moi je pars du principe que si vous êtes compétent, voire très compétent, les gens vous voudront. Mais en dehors de ça, c'est un petit peu compliqué d'expliquer aux gens comment démarcher ou des choses comme ça. Pour l'instant, c'est pas du tout au programme. Alors, je travaille sur After Effects depuis 2 ans et passer sur Fusion car c'est gratuit. Ce serait vraiment cool si le rendu est pareil. Bah, le but du jeu, de toute façon, là c'est moi qui réponds encore une fois parce que c'est moi qui le sais, mais le but du jeu c'est de fabriquer un module assez complet avec copyright et ensuite de faire la même chose sur Fusion. C'est-à-dire que quand on va faire le module Fusion, le but du jeu sera de faire exactement tout ce qu'on a montré dans After Effects, de façon à ce que, bah, effectivement, vous puissiez décider de quel logiciel vous préférez utiliser pour faire les choses.
c'est possible de ne pas prendre toute la formation, mais de choisir seulement certains modules? Très bonne question, c'est pas la première fois qu'on me la pose. C'est en négociation, on va dire, parce que quand je dis c'est en négociation entre moi et mon équipe, parce qu'on a des deals entre nous sur le fonctionnement pour nous derrière l'arrière-boutique, mais il est probable que dans quelques temps, on extrait certains modules et que ces modules-là soient accessibles à part entière en tant que formation indépendante. C'est prévu. On est juste en train de réfléchir à la formule que ça va prendre, parce que sans doute que ces modules en plus seront gonflés. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, copyright, parce que c'est avec toi que j'en ai parlé le plus, il me semble, dernièrement. Mais j'en ai parlé aussi avec Kim, et il me semble, je t'en avais parlé aussi, Valérian, de ça. Un petit peu, ouais. Voilà, et voilà, c'est juste que pour l'instant, je me concentre sur la formation principale, parce que c'est un petit peu le cœur de la guerre, mais oui, c'est prévu, parce que je pense qu'il y a aussi un besoin là-dessus. Peut-être qu'il y a des gens qui sont déjà très compétents dans plein de choses, et qui vont avoir besoin de dire, bah tiens, moi je veux que After Effects, ou moi je veux que l'étalonnage, ou moi je veux que la grammaire cinématographique, et donc on y pourvoira, je ne sais pas quand, parce qu'il faut qu'on discute un petit peu tout ça, puis qu'on trouve le fonctionnement pour nous avec les professeurs, mais ouais, c'est en réflexion. Est-ce qu'il y aurait un module sur comment mettre les prix des montages en fonction de la complexité des montages et de sa qualité? Je trouve que en tant qu'amateur, ce sont des choses qui nous dépassent. Bah, c'est un peu ce que je répondais tout à l'heure, hein, c'est que moi, je ne suis pas moi, je suis intermittent du spectacle, je suis pas dans un monde où en fait on négocie trop les prix ou des choses comme ça. Moi, les tarifs, ils sont fixés par une convention collective, et c'est ça que je connais, c'est ça que je fais depuis 25 ans. Donc tout ce qui va toucher un petit peu à l'entrepreneuriat, comment trouver des clients, comment facturer, combien, tout ça, je suis pas très à même de répondre, hein. Qu'est-ce que tu penses du logiciel Wondershare Filmora pour suivre la formation, au moins dans un premier temps, parce que le prix de la formation sur le logiciel, aïe. Alors, DaVinci Resolve est gratuit. C'est ça ma réponse à ta question, c'est que DaVinci Resolve est gratuit. Et je pense que, parce que Filmora, je ne le connais pas du tout, il y a plein de logiciels comme ça auxquels j'ai jamais touché de ma vie, et j'ai pas d'avis dessus. Ce que je sais, c'est que, pourquoi j'ai choisi Premiere et DaVinci, déjà c'est parce que je sais les utiliser, c'est le premier truc, mais si je sais les utiliser, il y a une raison, c'est parce que c'est des logiciels qu'on retrouve au niveau pro dans les boîtes. Ça veut dire que si un jour tu as la chance, tu t'es formé en montage, et puis tu cherches du travail, et puis je sais pas, une boîte de production qui travaille pour la télévision ou la pub te recrute, ils te feront pas travailler sur Filmora, ils te feront travailler sur Premiere, Avid, ou de plus en plus de temps en temps DaVinci. Mais Filmora, tu le trouveras pas. Donc c'est pour ça que, en théorie, sur le fond du problème, bah, énormément de choses, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, qui sont dans la formation, c'est pas des choses qui sont rattachées au logiciel, en fait. C'est une méthode de travail qui est valable, quel que soit le logiciel que tu utilises. Moi, j'ai changé déjà, au cours de ma carrière, je crois que j'en suis à 5 logiciels. J'ai changé 5 fois de logiciel. J'ai fait si je dis pas de bêtises, j'ai commencé par Premiere, ensuite j'ai fait du Sony Vegas, ensuite j'ai fait du Final Cut Pro, mais 7, donc l'ancien qui ressemble à Premiere d'ailleurs. Ensuite je suis retourné sur Premiere, et maintenant je fais, enfin d'ailleurs j'ai oublié, j'ai fait de l'Avid. Ensuite, je suis retourné sur Premiere, et maintenant, je fais aussi du DaVinci. Donc, ça fait partie de la carrière de devoir changer de logiciel, et pour autant, le travail, le métier, ce qu'on attend de moi, c'est exactement la même chose, et mes compétences, elles se transposent d'un logiciel à un autre. C'est des logiciels qui sont faits pour monter, c'est des outils. Donc, quel que soit le logiciel que tu as, en théorie, il n'y a pas de problème. Par contre, je pense qu'il vaut mieux être sur DaVinci que sur Filmora, parce que DaVinci, ça peut t'ouvrir des possibilités derrière. Et c'est peut-être un petit peu préférable. Mais l'avantage, c'est qu'il est gratuit. Voilà. Et que même si il y a des fonctions, parce qu'il y a une version payante, hein, de DaVinci, il y a des fonctions dans la version payante que tu ne retrouves pas dans la version gratuite, mais elles ne sont pas au cœur des choses sur lesquelles je forme, parce que les fonctions qui sont payantes, c'est les fonctions avec de l'IA. Donc ça, on peut en parler, je peux les montrer, mais c'est pas du tout central dans ce qu'on fabrique, et on n'en a pas besoin pour monter. Pour monter, on le fait à la main, hein, c'est un travail manuel. Alors, désolé si ça a déjà été abordé, la formation inclut Premiere et DaVinci. Si on n'a que DaVinci, c'est embêtant ou pas?
Bah, en fait, tu choisis, tu fais Premiere ou DaVinci. La raison pour laquelle j'ai mis les deux en dehors, comme je le disais, du fait que je sais les utiliser, c'est aussi parce que je sais que dans une carrière, on va changer de logiciel. Et s'il y a des gens qui commencent parce qu'ils ont des besoins à travailler avec Premiere, et puis que 3 mois après, ils se disent « Ah, maintenant, je voudrais utiliser DaVinci », vous n'avez pas besoin de reprendre une formation, c'est déjà dedans, en fait. Voilà. Vous pouvez migrer d'un logiciel à un autre, quel que soit le sens dans lequel vous le faites, hein, d'ailleurs. C'est vu pour ça. En fait, j'ai mis en parallèle tout ce que je montre sur DaVinci et tout ce que je montre sur Premiere. Et il y a des cours qui sont que DaVinci, que Premiere, comme par exemple l'étalonnage. J'ai séparé les deux parce que le fonctionnement est tellement différent qu'il est difficile de faire un seul cours. Mais après, les cours de montage pur et dur, je les fais indépendamment sur un logiciel ou sur l'autre parce que je fais exactement la même chose. Le paramétrage du clavier que j'utilise est exactement le même d'un logiciel à un autre. Donc en fait, au final, moi, je ne vois pas de différence entre quand je travaille sur DaVinci ou Premiere. Donc c'est le but du jeu, quoi. C'est d'avoir une méthodologie de travail qui puisse se transposer. Donc du coup, tu choisis. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? En plus des exos, il y aurait la possibilité de chatter si on coince à certains moments afin d'aller plus loin. Oui, complètement, puisque de toute façon le serveur Discord sert à ça. Déjà, il y a d'autres élèves qui sont il y a des élèves qui sont à des niveaux plus ou moins avancés, il y a des élèves qui sont déjà très très bons, et en plus nous on est là. Moi je vois les messages passer, et s'il suffit de me taguer, et s'il y a des questions, je réponds. Surtout qu'en plus moi j'ai besoin de ces questions parce que ça me permet de soulever des interrogations, de peut-être fabriquer un cours lié à ça. Donc on est disponible, vous n'êtes pas perdu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Moi je mets du temps de présence sur la formation tout le temps. Alors, oui, j'ai vu 300 € sur le net pour DaVinci. Oui, alors 300 € pour DaVinci, c'est la version studio, donc c'est la version payante, c'est celle avec les IA dedans. La version gratuite est gratuite. Je peux pas le dire mieux que ça. Et normalement, il y a le truc juste à côté. Hein. Si tu vas sur le site de Blackmagic, normalement c'est bien indiqué, la version gratuite et la version studio. Alors, un avis sur la génération d'assets vidéo IA. Est-ce que la partie de formation abordera ce sujet? Alors, c'est un sujet que moi j'aborde assez régulièrement. J'ai pas de module du tout prévu dans la formation pour ça. Si ça devait arriver, ça serait pas tout de suite parce que je n'enseigne pas des choses que je ne maîtrise pas. Mais on peut en discuter. Moi, je fais des vidéos où j'aborde le sujet, où j'en parle, je donne mon avis sur les choses et tout ça. Comme ça vient, là, on est un peu dans un truc où ça évolue très vite. Pour l'instant, voilà, la formation ne parle pas de ça, c'est une formation de montage. Et c'est là où tu vois le truc, c'est que la génération d'IA, on fabrique des images, on monte pas en fait. Et moi j'apprends aux gens à monter, mais par contre tu peux monter des images générées par IA. Donc pour moi, actuellement ce qui est fabriqué en IA, ce ne sont que des rushs. Et ensuite, il faudrait les monter, les bruiter, les sound designer, les musiquer, faire du montage comme on le fait avec le reste, comme on le fait quand on rajoute des images de stock actuellement, ou des images d'archives, ou de l'animation, ou des choses comme ça. C'est juste un ingrédient en plus dans un montage pour moi. Alors, toute la formation est accessible dès le début ou certains modules ne se débloquent qu'au bout de X jours. Actuellement, toute la formation est accessible dès le début. Et effectivement, j'ai moyen, effectivement, c'est une bonne question, j'ai moyen sur la plateforme de bloquer des choses, mais je n'y vois pas de but là tout de suite. Je pense que en fonction, de toute façon, vous voyez bien qu'il y a un ordre aux choses, on commence par un peu la technique, la prise en main du logiciel et tout ça, et même si vous savez déjà utiliser les logiciels, je vous conseille vraiment de commencer par ça, parce qu'il y a de la vraie orga pro, pas... le truc, parce que moi je suis comme beaucoup d'entre vous, hein, j'ai pas fait d'école, j'ai pas fait de choses comme ça, et j'ai appris à monter comme ça dans mon coin, sur mon ordinateur dans ma chambre, et en fait je travaillais comme un cochon et je m'en rendais pas compte, et en fait en travaillant en télévision, j'ai dû apprendre à bosser correctement si je voulais qu'on arrête de me taper sur les doigts, et les méthodologies que je vous montre c'est celle-là. Donc du coup je pense que l'ordre d'entrée c'est celui-là, il est logique, et ensuite derrière il y a un moment où vous arrivez, vous choisissez quoi. Vous pouvez très bien vous dire tiens, j'ai envie d'aller sur le module After Effects, ou j'ai envie de faire de l'étalonnage, ou j'ai envie de faire du mixage, ou des choses comme ça. Vous prenez les choses un peu dans l'ordre qui vous convient, donc a priori tout est accessible tout de suite. Alors attends, parce qu'il y a eu d'autres questions qui sont arrivées, il faut que je remonte.
Dans la partie Edit, on aborde aussi Fairlight. Oui, on va aborder un peu Fairlight, pas en profondeur, parce qu'après ça devient du travail d'ingénieur du son. Mais moi, je travaille avec Fairlight dans ma façon de mixer mes montages. Donc comme je vais faire une partie justement montage audio et mixage, et je pense que d'ailleurs je vais peut-être ajouter dedans des choses sur la voix off et des choses comme ça, je vais faire vraiment un module son. Et bien dans le module son, on abordera Fairlight, et comme de toute façon il y a des différences entre Premiere et DaVinci à ce niveau-là, je pense que le truc sera en double, il y aura une version Premiere, une version pour DaVinci, et dans DaVinci on ira directement dans Fairlight, même si avec la dernière version de DaVinci, la version 20, il y a beaucoup de choses qui ne nécessitent plus de passer par Fairlight. Parce qu'avant, il y avait si on voulait enregistrer une voix off dans DaVinci, il fallait passer par Fairlight, tout configurer. Maintenant, ça se fait directement dans la timeline en montage. Il y a moyen de mettre les filtres directement dans la partie montage, mais on ira toujours dans la partie Fairlight, effectivement, parce qu'en plus, il y a des petites nouveautés par rapport au tempo des musiques, tout ça. Il y a des trucs assez sympas, on ira regarder ça, effectivement. Alors... Salut, est-ce que tu conserves la VOD sur ta chaîne? Oui, la vidéo elle reste sur la chaîne, je la laisse. Salut, merci pour ton contenu, mais de rien. Ah ben j'avais pas vu Copyright que tu avais déjà répondu. Est-ce qu'il y aura des cours sur l'écriture de script et sur les vignettes YouTube? Oui, et d'ailleurs ils ont, ils ont déjà eu lieu en masterclass. Pas sur le côté graphisme de la miniature, parce que pour l'instant moi je fais mes miniatures moi-même, et si vous regardez sur ma chaîne, c'est très inégal, hein, ça dépend de la pluie et du beau temps, et je suis pas un professionnel du tout de ça. Par contre sur l'écriture de script, on commence à avoir du bon contenu déjà sur la formation, et des exercices en plus. Il y en a un qui est en cours actuellement, et on part du début, c'est-à-dire que j'ai adapté à YouTube. En ayant la spécificité, c'est que sur YouTube, on commence en général d'abord par le titre, trouver un titre, parce que c'est ça qui va te permettre d'être persuadé que tu as une bonne vidéo, et ton titre va donner l'angle de ce que tu vas faire. Ensuite tu écris, et donc du coup voilà, on a des cours sur l'écriture de script pour YouTube, et c'est associé à des exercices, parce que ça peut pas juste être un cours comme ça où je dis pour écrire il faut faire comme ci comme ça. Non, parce qu'il faut le réadapter ensuite à ce que vous faites, et il faut le propulser derrière. Et d'ailleurs dans ce cours là c'est le virage qu'on va prendre là dans les prochains jours. Un des trucs qui est central, parce que là on parle de YouTube, donc c'est spécialisé pour YouTube, bah, c'est de faire du roasting en fait. Parce que tu pourras écrire ce que tu veux, quand tu vas faire ta vidéo elle sera très moyenne, sauf si tu fais roaster ton écriture, que tu fais roaster ton montage, que tu fais roaster ton titre, que tu fais roaster ta miniature. Et pareil pour la miniature, je disais que je faisais pas le côté graphique, mais par contre je fais le côté idéation. C'est-à-dire que trouver le concept de miniature fait partie de l'écriture. Donc ça, on l'aborde dès le début. Voilà. Alors, est-ce que j'ai raté des questions? Il y en avait une pour moi, je crois. Enfin, pour moi. Je peux pas. Oui. Salut Cyril, désolé si ça a été dit. Abordes-tu le motion design ou caméra 3D dans la formation? Vu que c'est moi qui m'en occupe, je vais répondre oui. Moi je vais boire un coup. Ça marche. Bah donc oui, effectivement, si tu peux regarder le replay du live, je l'ai présenté il y a une demi-heure. Donc effectivement, il y a tout un module sur le motion design que je suis en train de concevoir. Là actuellement, il y a les 2 premiers chapitres qui sont finis, on est en train de faire la suite. Donc c'est sur After Effects, mais Cyril projette de l'étendre à Fusion à terme. Actuellement, donc il y a aussi une partie très théorique qui pour le coup s'adapte peu importe le logiciel, et donc effectivement dans cette formation il y aura de la caméra 3D, il y a toute une scène qu'on refait en 3D, et puis on fera aussi un petit peu de compositing, voir comment on peut intégrer des textes qui s'animent dans un plan en prise de vue réelle, et donc il faut aussi faire de la 3D avec ça. Donc voilà, oui, il y a tout un motion design, et si tu veux la présentation complète, tu peux revenir une demi-heure en arrière dans le live, et tu auras mon petit speech. Voilà, j'espère t'avoir répondu. Et ensuite, je reprends, du coup, on a une autre question. La formation est en version bêta, oui. Et si tu fais des mises à jour ou des ajouts, on y aura accès, évidemment. Évidemment que vous aurez accès. Tous les gens qui prennent la formation en bêta ont accès à tout ce qui va arriver derrière, toutes les choses dont on est en train de parler. Vous y avez accès, il n'y a pas de limitation du tout. Là, l'intérêt, c'est que vous puissiez, pendant qu'on est encore en train de fabriquer, de terminer, de faire les finitions et de mettre la peinture, que vous puissiez accéder à ce qui est déjà prêt. Mais quand le programme sera complet,
et bah, vous aurez accès au programme complet, évidemment. Y aura-t-il un roasting demain? Bah oui, demain c'est... là on parle d'autre chose, demain c'est dimanche, c'est vrai, j'ai oublié le dimanche, normalement c'est roasting, mais demain en fait, s'il y a roasting, c'est pas sûr, parce que ça va dépendre de mon état de fatigue, parce que je donne je fais un live sur la formation, et je sais pas encore combien de temps ça va durer, ça va dépendre, donc voilà, j'improviserai. On sort un petit peu du cadre. Coucou, très, très heureux de te voir en direct, merci. J'ai découvert ta chaîne il y a quelques semaines et me suis tout mangé sur tes 2 chaînes. Ta façon de voir les choses a changé mon regard sur mon taf. Eh ben écoute, si en plus tu commences à suivre mes conseils, on est mal. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Non, mais je pense que, bah, en tout cas, merci, c'est cool hein, que le contenu te plaise. Et parce que c'est vrai que là, je plaisante, j'ai toujours l'habitude de faire un petit peu le guignol, ça fait partie de ma patte, mais c'est vrai que pour le coup, j'ai une vision quand même assez claire de ce qu'est le montage, en tout cas dans ma façon de le voir moi, de ce que je voudrais que ça devienne et de la façon dont on doit former les gens, de ce qu'on doit leur apprendre et tout ça, et j'essaye de, même dans mon contenu gratuit, que ça en soit un peu rempli, quoi, comme la vidéo que j'ai sorti hier, qui est une vidéo qui parle un peu du retention editing sur YouTube, parce que le retention editing sur YouTube, c'est un peu devenu le truc et tout, sauf qu'en fait, nous, on fait déjà ça en télé depuis très longtemps, et que y a d'autres façons, en fait, et que c'est un caillou sur lequel les gens s'accrochent parce qu'ils connaissent que ça. Mais il y a d'autres façons, en fait, de tenir les gens dans un film. Et voilà, enfin, je suis assez content, en fait, quand on me félicite, alors merci beaucoup. Dans la formation, y a-t-il un module sur le workflow conseillé? Tout à fait, ça c'est tout le début de la formation, c'est le workflow. C'est essentiellement le workflow, c'est précisément dans quel ordre faire les choses, parce que ça permet, d'optimiser le temps de travail, parce que si on ne fait pas les choses dans l'ordre, en fait, on perd du temps. Tout le début, pour les gens qui sont dans la formation, vous le verrez, tout le début consiste à vous montrer de quelle façon je fais pour ne pas perdre de temps, sans me dépêcher, parce que ça, c'est aussi un truc qui est très important, c'est que je ne veux pas que quand on monte, on soit un peu en mode précipitation, parce que quand on est en mode précipitation, on bâcle. Or, le montage, ça demande d'avoir beaucoup de recul sur les choses, de prendre son temps, de réfléchir. Donc du coup, il y a de la méthodologie et du workflow pour pouvoir travailler plus vite sans se presser. Voilà, je pense que je le décrirais comme ça. Et donc du coup, oui, c'est tous les 2-3 premiers modules de la formation, c'est complètement ça. Alors, dans la formation, sur le workflow, c'est ce que je viens de lire. Merci pour tes vidéos, de rien. Est-ce qu'il y aura aussi une version des cours écrits en PDF? Non, parce que le problème, c'est que ça fait un paquet d'heures de cours, et qu'effectivement, on peut, maintenant avec les IA, scripter tout ça, on pourrait s'amuser à le faire, sauf que le problème, c'est que ça serait bardé de fautes et de trucs et tout, il faudrait corriger, ça ferait une somme de boulot intergalactique, quoi. Donc non, pas de version PDF prévue. Du tout. Pas de cours PDF, par contre peut-être pas des récaps, mais en tout cas des récaps de raccourcis en PDF, en tout cas en format texte, il me semble que tu en as. Ça par contre oui. Donc, oui, tout à fait. Récaps, là je pense que ça parlait vraiment des récaps des cours écrits, tu vois. Oui, à ce moment-là, mais par contre, pour tous les cours, on va aborder par exemple plein de raccourcis clavier ou des choses comme ça. À chaque fois, il y aura un document qui récapitule les raccourcis clavier. De même que quand on aborde des exercices, on vous donne la matière première pour pouvoir le faire en même temps, évidemment. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose intéressant? Mais comme je fais principalement des tutos. Ah, moi je m'y connais en tuto. Je suis sur FCP. Je ne sais pas si ça sera vraiment fait pour moi. Ça dépend. Là, pour le coup, je comprends ton interrogation parce que ça dépend. Ça dépend du type de tuto. Si tu fais des tutos comme moi, où au final, c'est de la narration et tout ça, il y a beaucoup de choses à en retirer. Par contre, si tu fais des tutos très classiques, le truc qui va t'intéresser, c'est tout le côté technique. Mais effectivement, si tu es sur FCP, tu as peut-être moyen de trouver vraiment chaussures à ton pied ailleurs, parce que FCP, je ne fais pas, c'est sûr et certain. Où puis-je voir le planning et les horaires de la formation, s'il te plaît? Comment ça, le planning et les horaires? Il n'y a pas de planning et pas d'horaire. Les choses arrivent au fur et à mesure. C'est-à-dire que la formation, il y a d'un côté la plateforme sur Podia où il y a tous les cours enregistrés, et de l'autre côté, sur le Discord, des événements qui sont mis au fur et à mesure qu'ils arrivent, parce qu'on ne peut pas les savoir d'avance. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va organiser la prochaine masterclass de Valérian, la prochaine masterclass de copyright, ou ma prochaine masterclass. Elles viennent au fur et à mesure. J'essaie de faire en sorte qu'il y ait plusieurs choses par mois,
Et donc des masterclass, là pour l'instant, il y en a quand même déjà eu un petit paquet. Je pense que tu peux tabler qu'il y a au moins 2 masterclass par mois, quoi. Et je pense qu'il y a des périodes où il y en a eu plus que ça. Mais au moins 2 par mois. Voilà, mais il n'y a pas de planning précis. En l'état actuel des choses, c'est pas encore trop possible. Je pense que ça peut être une chose qui va s'installer une fois que tous les cours seront là. Où là, je vais commencer à rentrer dans une dynamique un peu différente, où je vais, par exemple, décider que, tiens, début du mois, genre le premier mercredi du mois, là, le jour où il y a la sirène, on va faire une masterclass sur YouTube, et que 15 jours après, il y aura une masterclass sur je sais pas moi, le motion design, ou la grammaire cinématographique, ou le montage de documentaires, le montage d'intro, voilà. On pourra peut-être régler un truc un peu plus régulier plus tard, mais pour l'instant, c'est un peu au fur et à mesure que ça vient. Ah oui, les PDF, c'était surtout pour les infos importantes. Donc oui, donc du coup, la réponse est oui, il y a des récaps en PDF pour les informations importantes. Est-ce que tu sais dans les environs de quand la formation serait complète? Complète. Là, pour l'instant, au rythme où on va, je pense qu'il y a une grosse partie des choses qui seront arrivées d'ici septembre, parce que là, on a quand même passé pas mal de trucs. D'ici septembre, il y aura quasiment tout, quoi. Après, il est possible que par moment, je me dise, tiens, j'ai une nouvelle idée, il y a un cours en plus à rajouter dans le truc important, parce que comme on est dans un métier qui évolue, il y a des évolutions, moi-même j'évolue aussi, j'apprends des nouvelles techniques et des choses comme ça, peut-être que à un moment, je vais me dire, tiens, je vais rajouter un cours sur tel truc, et il y aura des cours en plus de façon ponctuelle, quoi. C'est lundi matin à 8h la formation. Me cherchez pas parce que je suis debout très tôt le matin. GG pour ta dernière vidéo, vraiment excellente, merci beaucoup. Ah, Sayoto, moi aussi je suis youtubeur. Ouais, mais alors là je fais une petite aparté, je sais Sayoto, je t'ai vu, je t'espionne, je sais ce qui t'arrive. Bravo mon pote. Voilà, parce que Sayoto c'est un membre de mon premier serveur Discord, là, il cravache, et là, en fait, il est en pleine explosion, là. Il a une chaîne qui est en train de bien marcher, et tout ça, il est content. Et on est tous contents pour lui. Jordanix, tu avais fait une vidéo sur AstronoGeek, mais je ne la trouve plus, c'est moi qui est de main gauche, ou tu l'as supprimée? Alors là, tu me poses une colle, parce que, alors, je vais te donner une réponse simple. Si elle n'est pas sur la chaîne principale, c'est qu'elle est sur la chaîne secondaire, je pense. Et j'ai dû la muter, parce que j'ai eu un moment, j'ai fait une sorte de transfert des trucs et tout ça. Elle est sans doute sur la chaîne secondaire, je vais vérifier. Si elle est désactivée et qu'elle est nulle part, c'est une erreur, je la remettrai. Sayoto, oh my god. Alors, ça fait plaisir en tout cas de te voir en live. Bah ouais, bah écoute, on te voit plus aux soirées, Sayoto, depuis que tu es devenu riche et célèbre. Peut-être que tu as déjà déménagé, que tu habites à Dubaï, on sait pas. Voilà, bon bah apparemment les questions sont en train d'un petit peu s'étioler, puisque là on commence à parler de nos petites vies, tout ça. Merci beaucoup. Merci Valérian. Merci beaucoup Copyright. Et j'avais juste oublié un truc, c'est pas bien, hein, parce que c'est un peu les hommes de l'ombre, c'est que sur le serveur Discord, j'ai aussi 2 modérateurs qui sont Dudus et Charlatan, et qui font un travail super, parce que mine de rien, un serveur Discord, c'est pas simple à gérer, mais du coup, il y a des gens qui sont là, si jamais vous avez des questions sur le Discord, des problèmes pour vous connecter à un truc ou quoi que ce soit, il y a du monde, il y a de la maintenance. Voilà. En plus des cours collectifs... Ouais, je viens de voir qu'il y avait encore une question. En plus des cours collectifs, y a-t-il aussi des sessions individuelles selon le besoin, VFX, montage, étalo ou grammaire? Alors, les sessions individuelles, c'est un cas à part parce que il m'arrive, parce que je vais pas mentir, il m'arrive d'offrir de temps en temps des sessions individuelles et tout ça aux gens. Par contre, pour les autres professeurs, ils ont tous leurs petites activités. Donc, si vous voulez des cours individuels, c'est à voir en direct avec eux au sein de la formation. Mais vous pouvez accéder à ça, mais ça sera à leur tarif à eux. C'est pas de mon ressort à moi. Je ne prends pas de décision sur leur temps personnel. Est-ce que tu as un avis sur les montages d'ego? Oui. C'est très bien, c'est vachement bien. C'est pas beaucoup du montage, c'est surtout de l'écriture et de la narration, mais c'est très très bien. Et j'aime bien voir des choses comme ça sur YouTube. On fait comment pour avoir accès à la formation et le coût? Je suis arrivé il y a 10 minutes. Alors, pour avoir accès à la formation, vous avez le lien, je vous l'ai mis en description. Le coût, je vais le remettre à l'écran, elle est à 699. Voilà, là, je me trompe de clavier. J'ai 2 claviers pour 2 ordinateurs différents devant moi. Et j'arrête pas de me tromper. Et voilà. Pour le coup, comme ça,
vous avez. Et à partir de la semaine, dans une semaine, en fait, le prix augmentera. Et on sera toujours en bêta parce que à la fin, elle sera à 1 200 €. Donc là, il va y avoir des étapes, c'est 699, 999, 1200. Je ne sais pas quand elle sera à 1200 parce que je la mettrai au prix définitif que quand elle sera overboostée, pas avant. Fais-nous une vidéo sur ce que tu penses sur le montage d'Ego. J'ai déjà fait une vidéo sur Ego. Je l'ai déjà assez passé de la brosse à relire. Ça suffit. Du coup, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Merci beaucoup pour toutes les infos et tes vidéos. Je suis intéressé par la formation. Je vais voir de mon côté. En tout cas, merci. Et ben, écoute, rendez-vous de l'autre côté. Voilà. Venez, plus on est fou, plus on rit. Et Sayoto qui est en train... Mais en gros, on paye un cours ou c'est genre un abonnement. Sayoto, t'es arrivé à la fin et tu sais même pas de quoi on parle, quoi. C'est terrifiant. Tu parles de quoi, Sayoto? Tu parles des cours privés, des cours particuliers? Parce que les cours particuliers, c'est les cours particuliers. Là, on parlait de la formation. La formation, c'est la formation, quoi. C'est là où il y a tout dedans. Oui, c'est pas un abonnement, la formation, hein. C'est une fois. C'est en une fois. Hein. Vous payez votre formation et vous avez accès toute votre vie. Jusqu'à ce que je meure. En fait, j'aime bien parce qu'on dit à vie et tout, c'est ma vie à moi. C'est jusqu'à ce que je meure, moi. Du coup, c'est embêtant, ça veut dire que les plus jeunes, à un moment, ils vont dire ah, la formation, elle est dead, il se passe plus rien. Ça y est, je commence à raconter n'importe quoi. On est mal, on est mal. Merci pour les infos et pour les vidéos sur ta chaîne. Eh bien, merci à vous, en tout cas, merci à vous, parce que mine de rien, je pense que quand je me suis lancé dans toute cette aventure-là sur les réseaux et tout ça, je savais pas ce que ça allait devenir. Et là, je pense que je vais rester un peu, ça se passe bien, et je vais continuer. Il va y avoir du contenu sur les chaînes, plein de choses. Je vais continuer à m'amuser un petit peu. Hein. Tant que les gens aiment bien me regarder faire le guignol, bah, je vais faire le guignol. Hein. Écoute, si je gagnais assez de YouTube Money, tu deviendras le sensei. Yeah, mon Sayoto. mon petit retour sur investissement. Voilà. Bon, et ben, écoutez, c'était chouette. Merci d'être venu. J'ai pas regardé les stats, je sais pas s'il y avait du monde ou pas, ou machin, mais il y a eu de la question, il y a eu des trucs, c'est cool. Je remercie à nouveau mes professeurs, parce que vous êtes géniaux les gars, c'est cool. Parce que sinon ça serait bâclé, vos parties elles seraient bâclées, je vous le dis. Je vous le dis. Et elles sont vachement bien, elles vont être vachement bien, et c'est grâce à vous. Merci Valérian, merci Copyright, et hâte de voir la suite. Et là-dessus, eh ben, je vais vous quitter. À très bientôt.